Nous avons rencontré différents chercheurs, associations, grandes écoles spécialistes pour vous servir à travers leurs articles un large aperçu de la puissance chinoise. Pour vous procurer la revue, le lien est disponible en description. Nous attendons bien sûr vos retours avec impatience. Merci à tous et très bonne vidéo. Les puissances n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Cette phrase, elle ne sera jamais autant vraie que dans cet épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Inde, une puissance qui monte, un fort potentiel, qui fait parler de plus en plus d'elle avec sa politique internationale qui se caractérise par une politique indépendante et non alignée. Et dans cette vidéo, on va également beaucoup apprendre sur les nuances entre alliés, alignés ou même la fameuse politique de non-alignement des BRICS. On l'a dit, ce qui est intéressant avec la guerre en Ukraine, c'est qu'elle a l'effet d'un accélérateur, ou plutôt d'un révélateur de la politique internationale des pays. En l'occurrence, l'Inde fait parler d'elle, alors que Washington fait pression sur tous ses principaux alliés pour qu'ils se joignent à son assaut économique contre la Russie, l'Inde, elle, fait jeu à part. En d'autres termes, l'Inde, qui est un allié naturel des États-Unis face à la Chine, est utilisée dans le conflit ukrainien, ou plutôt, on voudrait l'utiliser. On lui demande de s'aligner sur l'Occident par rapport à la confrontation avec la Russie, mais l'Inde ne veut pas imposer ses propres sanctions à la Russie. Elle achète des millions de barils de pétrole russe pour sa consommation, mais aussi qu'elle revend. Là est la grande nuance de la diplomatie et de la puissance indienne et des termes à employer. L'Inde n'est donc pas un allié inconditionnel comme les États-Unis le souhaiteraient, c'est un partenaire qui s'aligne quand ses intérêts convergent avec les puissances extérieures. Les alliances par principe, elles tirent leur force des intérêts partagés entre les membres. Pour les États-Unis et l'Inde, leur intérêt partagé c'est de contenir l'influence chinoise dans l'Indo-Pacifique et pour l'Inde de recevoir des investissements américains. Mais un alignement ne signifie pas que l'alliance américano-indienne est inconditionnelle pour autant. Ils ne s'entendent pas sur d'autres questions, et notamment autour du traitement de la Russie vis-à-vis du conflit en Ukraine ou encore du Pakistan. La politique indienne ne cherche pas à formaliser des alliances militaires ou politiques strictes, car elles sont considérées comme risquées, et le pays craint que cela ne le rende vulnérable. S'il y a un mot qui peut définir la puissance indienne, c'est indépendance. Pendant une grande partie de son histoire moderne, l'Inde, en tout cas le sous-continent indien, est tombé sous le contrôle de la puissance britannique. Aujourd'hui, le pays se retrouve entre trois grandes puissances, la Russie, la Chine et les États-Unis. Elle partage aussi une frontière avec ses deux rivaux principaux, à savoir le Pakistan et la Chine. L'Inde doit donc essayer de trouver sa place en tant qu'acteur majeur à part entière dans la région. Elle doit équilibrer du mieux possible sa diplomatie et mettre en avant non pas la voix d'un de ses alliés, mais sa propre voix. L'affaire ukrainienne est un bon exemple. Pour les États-Unis et une partie de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, la menace russe n'a pas pris fin avec la guerre froide, et une victoire russe en Ukraine signifierait une victoire sur l'Occident, dont le leader est bien sûr les États-Unis, et une défaite de plus après l'Afghanistan pour l'Alliance Atlantique. Mais l'Inde, elle, considère la Russie comme une menace beaucoup moins importante. Pendant la guerre froide, l'URSS était un partenaire commercial et de défense pour l'Inde. Elle a même aidé à équilibrer le rapport de force entre l'Inde et la Chine. New Delhi a une approche pragmatique des relations extérieures et a réussi à maintenir des liens avec divers partenaires étrangers sans s'engager pleinement envers eux seuls. L'Inde a donc naturellement continué à cultiver de bonnes relations avec Moscou tout en essayant de renforcer ses liens avec les États-Unis ces derniers temps sans pour autant s'éloigner de son point d'équilibre. Alors vous allez me dire, encore du blabla chez Terra Bellum, tous les pays font ça, c'est logique. Alors oui, c'est logique, c'est simple sur le papier. Mais en pratique, on voit de moins en moins de pays, à commencer par la France, notamment les puissances occidentales qui sont de plus en plus absorbées au sein de leur logique d'alliance, où le but est au contraire de sacrifier des intérêts propres au profit des intérêts communs. Alors je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, simplement que c'est une réalité. Vient alors un problème, c'est que les États-Unis et le monde occidental cherchent à isoler la Russie économiquement, mais l'Inde achète des ressources à la Russie. Depuis le début de l'offensive russe, l'Inde achète par exemple du pétrole à un prix réduit par rapport au marché international pour les revendre et toucher une plus-value. On en avait déjà parlé. L'Inde est un importateur mondial de pétrole d'importance. Elle dépend des approvisionnements étrangers pour répondre à 80% de ses besoins en pétrole. A savoir que nous n'avons pas encore les chiffres pour 2022, mais en 2021, la Russie ne fournissait que 2% environ du pétrole consommé en Inde. Le top 5 étant l'Irak, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, les Émirats et le Nigeria.
Les importations indiennes de pétrole russe ne violent pas les sanctions américaines pour le moment, mais Washington craint que les achats continus d'exportations russes par l'Inde ne se révèlent être une bouée de sauvetage économique pour Moscou, et a raison. L'Inde achète également des engrais et de l'armement russe. La Russie est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'engrais, avec notamment la Biélorussie, qui sont exemptés des sanctions américaines en raison d'une pénurie mondiale et de leur importance dans la production alimentaire. Concernant les équipements de défense russes, pendant l'ère soviétique, l'Inde a acquis une grande partie de son équipement militaire de l'URSS. La Russie est toujours d'ailleurs le premier fournisseur d'armes de l'Inde, ce chiffre est en baisse par rapport aux 69% qu'il représentait entre 2012 et 2017, aujourd'hui on le comptabilise plutôt vers les 50%, voire un peu moins. Et tout ça c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'Inde développe sa propre industrie de défense nationale pour augmenter son autosuffisance en armement. Elle ambitionne même d'ailleurs à son tour d'être reconnue dans la livraison d'armement à terme. Aussi, l'Inde achète certes de l'armement à la Russie, mais elle achète aussi de l'armement par exemple à la France ou encore aux États-Unis. Et c'est une main tendue vers l'Alliance occidentale qui sera son principal soutien face à la Chine. Encore une fois, politique d'équilibre. Ces problématiques autour de sanctions imposées par les États-Unis et d'importations indiennes, ça a déjà existé. Dans le passé, l'Iran et le Venezuela représentaient environ 20% des importations de pétrole de l'Inde vers les années 2016. Mais les deux pays ont subi des sanctions américaines. Et dans ces cas-là, Washington a émis des dérogations pour permettre à l'Inde de continuer à importer à partir de ces pays pendant une période de transition pendant laquelle les États-Unis ont augmenté leur propre exportation d'énergie afin de combler le vide en Inde. Un joli coup de politique et de business de la part des États-Unis. Les États-Unis ont d'ailleurs dit à l'Inde aujourd'hui qu'ils contribueraient à soutenir ces efforts pour diversifier à nouveau ses fournisseurs, mais cette fois cela pourrait s'avérer plus difficile. Tout d'abord, le gouvernement américain utilise actuellement ses réserves stratégiques pour augmenter ses propres approvisionnements intérieurs, donc ils ne peuvent pas exporter davantage vers l'Inde. En plus de cela, les entreprises privées ont résisté aux appels de Washington pour augmenter la production. Même chose avec l'Arabie Saoudite qui n'a pas augmenté sa production, même chose avec l'OPEP en général. Sans même parler du fait qu'en plus de l'Inde, les États-Unis ont aussi promis et se sont engagés à aider les marchés européens à trouver des sources alternatives au niveau des énergies. Donc dans le cas de figure actuel, les importations de pétrole russe vers l'Inde ont encore de beaux jours devant eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les échanges de l'Inde vers les autres puissances sont à l'image de sa diplomatie. Et la Russie et les États-Unis disposent tous deux de leviers économiques qu'ils peuvent utiliser pour influencer le comportement de l'Inde. Mais ces leviers sont aussi assez bien équilibrés, puisque ces puissances ont besoin de l'Inde. Donc tout d'abord les États-Unis. La balance commerciale entre les États-Unis et l'Inde, elle est d'environ 113 milliards de dollars en 2021. Donc sur ces 113 milliards de dollars, on a un tiers qui sont des exportations américaines vers l'Inde et 2 tiers qui sont des importations américaines en provenance de l'Inde. Les États-Unis sont en fait le plus grand partenaire commercial de l'Inde. Les exportations vers les États-Unis représentent d'ailleurs 18,9% des exportations totales de l'Inde, c'est-à-dire environ 3,5% de son PIB. Là où les États-Unis sont nécessaires à l'Inde, c'est, nous l'avons déjà dit, dans les investissements directs étrangers, les IDE. Les États-Unis ont dépensé environ 41 milliards de dollars en Inde en 2020. Le secteur des services a été le premier bénéficiaire, ce qui comprend l'externalisation, la recherche et le développement, les tests technologiques, etc. Viennent ensuite les logiciels, le matériel informatique. L'Inde en fait est en plein développement. La technologie reste une priorité absolue pour le commerce et les IDE. On a aussi de nombreuses initiatives de développement économique indien qui ont besoin de ces investissements. On parlait alors tout à l'heure du complexe militaro-industriel, mais cette volonté d'autosuffisance de la part de l'Inde se retrouve dans tous les secteurs en réalité. D'où le fait que le développement de l'Inde repose énormément sur l'accès ou le financement de la technologie à partir de l'Occident, donc les États-Unis ou encore l'Union européenne, à savoir que l'Allemagne aussi passe des contrats avec l'Inde, la France également, le Japon, etc. etc. Cependant, les États-Unis ont aussi besoin de l'Inde, et c'est ce qui les empêche de mener des opérations économiques trop agressives, et c'est ce qui permet à l'Inde d'avoir une politique relativement non alignée, voire neutre. Les États-Unis ont besoin de l'Inde pour la stratégie américaine dans l'Indo-Pacifique, tout simplement pour contenir la Chine, et pour contenir la Chine, eh bien, on a besoin de la participation de l'Inde. Et étant donné que la rivalité américano-chinoise va perdurer encore pendant de nombreuses années, Washington a besoin de New Delhi à ses côtés sur le long terme. Deuxièmement, il est dans l'intérêt des États-Unis de maintenir une Inde qui est relativement stable et fonctionnelle pour contrebalancer la Chine.
L'une des problématiques en ce moment, c'est qu'avec la Russie qui se focus principalement en Ukraine, qui subit diverses sanctions, l'influence russe dans la zone eurasiatique est en train progressivement de diminuer et la Chine est en train de s'imposer. Donc, l'Inde est le partenaire idéal pour contrebalancer cette influence et ses ambitions chinoises en Asie. Si les États-Unis ou même les Occidentaux voulaient imposer des sanctions économiques parce que l'Inde est réticente, elle s'aligne sur la Russie et sur des questions économiques, et ben cela pourrait déstabiliser l'Inde et cela ne profiterait qu'à la Chine. Et un dernier point, c'est que l'Inde joue un rôle important dans les politiques étrangères du Royaume-Uni et de l'Australie. Donc pour le Royaume-Uni, c'est un partenaire commercial d'importance, car l'Inde permet de compenser les pertes économiques liées au Brexit, en tout cas c'est la théorie qui est développée par les penseurs britanniques. Il faut savoir que le Royaume-Uni se recentre sur son ancien empire et le Commonwealth depuis le Brexit, et pour l'Australie, qui est un pays très éloigné géographiquement, elle a signé avec l'Inde un accord de libre-échange intérimaire, et cet accord couvre plus de 90% des marchandises échangées entre les deux pays, et il permet notamment à l'Australie de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, encore une fois. Donc vous pensez bien que dans le cadre de l'alliance AUKUS, les Five Eyes ou même du Quad, les États-Unis n'ont aucun intérêt à affaiblir les relations britanniques et australiennes avec l'Inde, et donc, par découlement, n'ont aucun intérêt à affaiblir l'Inde. L'Inde est donc dans une position relativement confortable pour son développement dans les temps à venir. Et pour conclure, on peut dire que l'Inde a su se rendre indispensable pour les principales puissances. C'est une débouchée commerciale pour la Russie, c'est un pays d'investissement pour les Occidentaux, c'est un allié pour contrebalancer la Chine en Asie, elle a su lier sa politique économique et commerciale avec sa propre diplomatie. L'Inde est à la fois un acteur majeur des BRICS, mais c'est aussi un acteur au sein de l'Organisation de la coopération de Shanghai ou encore au sein du Quad. Et autant dans les BRICS que dans le Quad, l'Inde soutient avant tout une politique à vocation économique et commerciale, plus que militaire. Le but de l'Inde, c'est avant tout de temporiser dans le temps, de se développer en interne, et non pas de mettre de l'huile sur le feu en participant activement à différentes alliances militaires. La Russie, mais aussi la Chine par exemple, aimeraient faire évoluer le modèle des BRICS. Mais l'Inde milite avant tout pour une doctrine de neutralité et des alliances soudées autour du business. C'est la même chose pour le Quad, où l'Inde est avant tout là pour faire les affaires et non pas pour servir de zone tampon face à la Chine. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'Inde ne fait pas d'exercice militaire, mais quand elle le fait avec une pléthore de puissances et non pas seulement un seul ou quelques poignées d'alliés d'une seule alliance. L'Inde a une très forte démographie, un sous-continent qui est extrêmement imposant et elle doit avant tout travailler sur son autosuffisance. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre pour avoir un peu plus de contenu sur notre Telegram, le lien est en description. La revue Terrabellum est également toujours disponible, tous les liens sont en description et en top commentaire. On fera une vidéo d'ailleurs à venir sur les BRICS pour expliquer les différentes tendances au sein de ce mouvement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est un geste simple qui permet de faire grimper la vidéo dans l'algorithme YouTube. Vous pouvez également commenter et je vous dis salut à tous et à la prochaine.